de vous être connectés ce matin dans ce deuxième webinaire syndical intitulé « Maîtriser les constituants du béton pour optimiser l'impact carbone des ouvrages ». Ravi de vous y compter très nombreux ce matin. Les personnes qui vont vous présenter cette thématique sont Pierre-Antoine D'Argentot, délégué régional Sud-Est, qui vous parlera des constituants des bétons. Puis ce sera Julien Simon, adhérent et prescripteur de la filière béton, qui vous parlera des additions et des fibres. Puis Flore Bellancourt, adhérente et prescriptrice de la filière béton, qui vous parlera des bétons spéciaux. Et moi-même, qui interviendrai ponctuellement en tant que modératrice. Petit rappel, l'ESNBPE, Syndicat national du béton prêt à l'emploi, représente plus de 80% de la production BPE française, soit près de 1900 unités de production. Ce syndicat assure la promotion des bétons et défend l'intérêt de ses adhérents depuis plus de 55 ans. Aujourd'hui, le contexte qui nous amène dans ce webinaire, c'est une année 2050, un objectif, la neutralité carbone. Pour cela, l'ensemble de la filière a ciblé plus de 60 solutions pour réduire l'empreinte carbone du béton et cela consiste pour la production du béton à adapter entre autres les formulations. Sans tarder, nous écoutons Pierre-Antoine, puis Julien et Flore qui vont vous en dire beaucoup plus sur ces différents sujets. Je te laisse la parole, Pierre-Antoine, à toi. Merci Agnès, bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Donc, c'est dans un format inédit qu'on vous propose ce matin cette présentation sur les constituants, puisque je ne suis pas sur la plateforme Zoom, mais derrière mon smartphone. On a eu des petits soucis techniques, mais bon, visiblement, on arrive à démarrer. Donc, je vais effectivement vous parler des constituants du béton. Alors, dans ces constituants, pour la plupart d'entre nous savent que le béton est constitué de ciment, de granulats, d'adjuvants. Il y a bien sûr l'eau et l'air. Donc, le béton étant le matériau le plus utilisé dans le monde, hein, c'est aussi le plus économique. C'est normal qu'on soit attentif à sa composition. Il est façonnable à volonté. Il ne nécessite pas de cuisson. Il est accessible à tous, un peu partout sur la planète. Et c'est un matériau durable à la grande longévité avec une durée de vie souvent supérieure à 100 ans. Il peut être coulé sur place, préfabriqué, et il répond aux exigences d'une démarche du développement durable. C'est un matériau qui est adapté à la prochaine réglementation environnementale RE2020 qui va se mettre en place au 1er janvier 2022. Avant de démarrer la présentation de ces constituants, on va devoir faire une précision et faire une différence entre le ciment et le béton. Le ciment est un constituant du béton, c'est une pierre artificielle en poudre. Le béton, quant à lui, est un matériau qui est assemblé avec les granulats, le sable, l'eau, les adjuvants, et il est aggloméré par un lien hydraulique. Et bien souvent, c'est le ciment qui est un de ses principaux constituants. En avançant, on va s'apercevoir donc que le béton est constitué par le ciment, le sable, les graviers. On ajoute de l'eau, des adjuvants, on l'a vu, et puis on risque probablement d'avoir des fibres aussi dans certaines applications, des additions qui feront l'objet d'une présentation ultérieure. Et puis, on obtient donc le béton frais. On va voir donc dans quelle proportion ces éléments sont utilisés. Donc, granulats et sable, principalement entre 60 et 70%. L'eau de gâchage de 14 à 22%. Le ciment, 7 à 14%. Les adjuvants sont utilisés de manière très, très réduite, souvent inférieure à 2%. Et l'air, qui est un produit qu'on puise naturellement, entre 1 et 6%. Quel rôle remplissent-ils dans le béton? Quels sont ces produits? D'où viennent ces produits? Et quelles sont leurs spécificités? C'est ce que je vous propose de découvrir juste après. Donc, le sable, quant à lui, apporte l'homogénéité et la cohésion des constituants. Les gravillons, eux, assurent la cohésion entre les éléments fins et les éléments plus grossiers.
Le gros gravillon va lui conférer la résistance, apporter la résistance au matériau béton, et le ciment va lier tous les éléments entre eux. L'eau va assurer la prise hydraulique du ciment, hein, la réaction du ciment, la réaction exothermique, et ce qui va permettre d'obtenir un produit durci. Les adjuvants, quant à une petite précision aussi, un rappel sur l'unité de fabrication du béton prêt à l'emploi. Elle est constituée de stockages différents. Donc, les granulats, on a les stockages des ciments, des additions, on a le local malaxeur, exactement, entre les deux, le tapis convoyeur, des éléments de pesage, un local commande, vous avez une piste de circulation, une piste de chargement et des bassins, des procédés de recyclage des eaux. Voilà, tout devrait apparaître normalement. Très bien, donc ces bétons sont principalement normés, normés NF et encadrés par l'organisme AFNOR. Donc cette présentation vous permet de resituer un petit peu comment est fabriqué le béton prêt à l'emploi. Donc on va faire un petit focus sur le ciment, qui est un des principaux constituants. Je rappelle, de 7 à 14% en volume de la formule du béton. Et donc, comment est-il constitué? Comment est-il fabriqué? C'est ce que je vous propose de voir juste après. Le ciment étant un liant hydraulique, il a une capacité donc à faire prise avec de l'eau, mais aussi sous l'eau. C'est pour ça qu'on parle d'un liant hydraulique. Et cette pâte, une fois durcie, va avoir la capacité à conserver sa résistance. C'est une pierre artificielle en poudre. Donc, comment est constitué le ciment? Donc, tout d'abord, ce sont deux constituants principaux, le calcaire et l'argile, qui constituent le cru. Un cru qui va être broyé puis cuit, qui va lui-même constituer un clinker auquel on va ajouter du gypse, puis des ajouts éventuels ou des additions pour permettre d'obtenir des caractéristiques à la gamme étendue de ciment. Alors là, on va faire un petit rappel, un petit parallèle entre ce qu'on fait tous les jours, la cuisine et puis la production de ciment, si vous le voulez bien, où on peut apparenter le clinker à du blé, le ciment à de la farine, le béton au pain et puis le produit fini, la solution constructive au sandwich. Tout ça m'amène à la conclusion donc, des poids carbone de chaque matériau ou solution qui vous est montrée. Donc, on voit effectivement que le clinker, qui a une caractéristique, une propriété hydraulique très intéressante pour la constitution du ciment, a un poids qui sera supérieur au produit fini, au bloc béton, et comme vous le voyez, qu'on peut même comparer à deux sandwichs. C'est un poids qui est relativement réduit, le poids du bloc béton, puisqu'il est à 10 kg de CO2 pour la constitution d'un bloc béton. Alors, pour suivre, on va avoir les principaux constituants du ciment qui vont être le clinker, les tiers d'eau fourneau, les schistes, les fumées de silice, les cendres volantes, les pouzzolanes, les calcaires. Ça, c'est vraiment les constituants principaux qui vont conférer des caractéristiques particulières au ciment. Les lettres que vous voyez sur la droite sont les dénominations que l'on va donner à la nature de ces ciments. Je rappelle juste l'hydraulicité, c'est une qualité pour les mortiers, plâtres ou chauds et ciments dits hydrauliques. Ils peuvent donc faire prise en présence d'eau ou en l'absence de l'air. Plus le matériau est hydraulique, moins il est perméable à l'air et à l'eau. C'est pour ça que les ciments dits nobles sont constitués majoritairement de clinker. Alors, vous voyez sur la vue suivante un exemple de ce que peut être la production du ciment, où on va avoir l'extraction des matériaux en carrière, les phénomènes des process d'homogénéisation, pré-homogénéisation du cru,
où on va préchauffer les matières, où on va cuire, où on va refroidir, stocker, puis ajouter d'autres constituants, rebroyer ce clinker, finalement, pour obtenir la poudre fine qu'on appelle le ciment. Et toute son empreinte carbone, finalement, sont induites lors de cette cuisson. Ça donne de la calcination pour un tiers, 200 kg de mémoire, et 2 tiers pour la décarbonatation, 400 kg environ. Donc, la moyenne française d'une tonne de ciment est de 624 kg de CO2. On le voit juste après, donc cette empreinte varie essentiellement en fonction des quantités de clinker utilisées et des autres constituants qu'on va amener dans la pâte, dans la constitution du ciment. Ces autres constituants sont des matériaux faiblement transformés, des pouzzolanes, des coproduits, des résidus industriels, des laitiers, des cendres volantes qui ont une empreinte plus faible en CO2. Leur hydrodicité potentielle a besoin d'être activée par le clinker. On a besoin de ce clinker pour venir activer les matériaux qui vont être ajoutés. Et vous le voyez, donc, cette gamme de ciment, finalement, en France, elle est assez large. Alors, il doit manquer un ciment qui doit être en cours d'homologation. Mais en fait, on a des CM3 voilà, qui ont un poids carbone relativement faible par rapport à un CM1. Mais par contre, chaque ciment aura des spécificités bien particulières pour des applications bien particulières. Donc, comment diminuer l'empreinte CO2 du ciment? Dans un premier temps, on va produire des ciments à basse teneur en clinker. C'est ce que recherchent avant tout les industriels. On va chercher à optimiser l'efficacité énergétique tout au long de l'étape du procédé et on va développer des nouveaux liants avec des constituants qui auront une empreinte carbone plus faible que celle du ciment. On va changer de registre et vous présenter les granulats. Alors, comme vous le voyez, il y a une variété importante en termes de forme, de couleur, de géologie. Donc, il y a une variété assez importante qui va conférer également des caractéristiques et des propriétés techniques, mécaniques, mais aussi esthétiques au béton. Donc, ces granulats sont des matériaux principalement d'origine minérale, des gravillons, des sables, des sablons qui entrent dans la composition des bétons. Ils sont spécifiés dans la norme granulat XPP 18545 et NF-EN 12620 pour la norme granulat pour béton. Alors, pour suivre, on va découvrir quelle est la nature de ces matériaux, de ces granulats. On a des roches meubles, des calcaires massifs, des roches éruptives et des roches métamorphiques qui sont pour la plupart d'entre elles issues de matière naturelle et donc qui sont obtenues par criblage, lavage et pour les roches calcaires éruptives métamorphiques, on procède par un concassage pour obtenir des matériaux qui derrière vont avoir des caractéristiques et des formes différentes les uns des autres en fonction des caractéristiques encore qu'on veut conférer aux matériaux béton. Les enjeux environnementaux donc, fixent de nouvelles exigences en matière de durabilité. Le recyclage des matériaux et de construction est en place depuis de nombreuses années déjà dans le secteur des matériaux. Et c'est vrai qu'on voit apparaître une nouvelle catégorie qui sont les matériaux cyclés. Donc ça, c'est une phase aussi, et on attend beaucoup de ces matériaux cyclés pour réduire l'empreinte carbone. Alors, on va voir aussi un petit peu plus loin qu'on ne pourra pas tout faire avec ces matériaux cyclés puisque il faut du gisement, il faut déconstruire. Donc, déconstruire aujourd'hui, c'est pas toujours ce qu'il faut faire. On passe par de la rénovation. Donc, on peut quand même compter sur le gisement des matériaux recyclés pour réduire l'empreinte carbone du béton. D'autres granulats existent également, des granulats légers, des granulats lourds, des billes d'argile, des copeaux de bois, selon ce qu'on veut faire et conférer comme caractéristique au béton, on va utiliser telle et telle roche ou partie de roche ou d'autres granulats pour formuler nos bétons. On va passer aux adjuvants. L'adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton, un dosage inférieur ou égal à 5%, bien souvent c'est inférieur à 2%.
en masse de la teneur en ciment contenue dans la formulation de béton pour modifier les propriétés du mélange à l'état frais ou à l'état durci du produit fini. Chaque adjuvant est défini par une fonction principale. Un adjuvant peut présenter une ou plusieurs fonctions secondaires. Donc, c'est un des constituants qui est indispensable au développement de nos bétons. 95% aujourd'hui des formules, voire même 98-99% sont adjuvantés. Bien sûr, tout ça est réglementé. Ce sont des produits qui sont faciles d'utilisation et qui confèrent des performances très intéressantes aux bétons prêts à l'emploi et aux bétons de préfabrication. Les principaux adjuvants du béton sont décrits sous vos yeux. On ne va pas les lister un par un. On retrouve également dans cette gamme des rétenteurs d'eau des agents de cohésion, des agents moussants, des fibres, des pigments. Et je vais vous donner juste après l'exemple de l'entraîneur d'air qui, lui, va permettre de créer un réseau de microbules d'air dans le béton. Et ce réseau de microbules d'air va permettre en fait l'expansion de l'eau dans la matière et va éviter, une fois que l'eau se sera dilatée, d'éclater le béton. Voilà pourquoi on utilise aussi cet adjuvant qui est l'entraîneur d'air. L'eau de gâchage, voilà, merci. L'eau de gâchage, qui est un des autres constituants du béton, va elle provenir soit des réseaux d'eau potable, de puisage, d'eau recyclée des bassins, du site de production. Les eaux recyclées d'unités de production du béton font l'objet d'un contrôle, tout comme les autres. D'ailleurs, si vous utilisez des eaux usées, des rejets industriels ou de ruissellement, il y a aujourd'hui des eaux de station d'épuration qui sont utilisées aussi dans la fabrication du béton, mais elles doivent faire l'objet d'un contrôle spécifique. Alors, cette eau, à quoi sert-elle ? Donc, elle sert à hydrater la pâte du ciment pour faire la prise. Elle sert à mouiller la surface des granulats pour que la pâte de ciment puisse y adhérer et favoriser la maniabilité du béton. On va dire que pour hydrater 100 kg de ciment, il faut utiliser 25 litres d'eau. Alors, c'est important de rappeler sur la vue d'après que l'excès d'eau nuit aux performances mécaniques du béton. Une modification du dosage en eau de la formule entraîne une incidence importante sur les résistances mécaniques. Donc, en fonction de l'eau qu'on va ajouter, ces performances ne seront pas atteintes car l'excès d'eau va perturber la réaction de prise du ciment. Et ce phénomène peut engendrer des désordres importants à l'ouvrage final. Donc, on peut observer de la ségrégation, du ressuage, de la fissuration due à l'excès d'eau. Donc, pas de rajout d'eau si vous faites votre béton à la maison ou si vous en commandez auprès d'un fournisseur. Alors, on va présenter maintenant l'air. Inutile de trop s'attarder sur ce constituant, mais deux catégories quand même à vous présenter. L'air occlus qui est induit naturellement lorsqu'on vient malaxer le béton dans l'unité de fabrication. L'air entraîné également, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'exemple des bétons qui vont résister au gel et au sel de déverglaçage. Donc, on vient là, avec un adjuvant, introduire de l'air pour justement créer ce réseau de micro-bulles en fait, qui sera inséré et qui permettra la dilatation de l'eau en hiver. La provenance des constituants, très rapidement, vous voyez, on est sur des activités qui sont très, très locales. Certains producteurs sont labellisés Origine France ou avec des labels d'initiative locale. Le ciment, quant à lui, est relativement local aussi. C'est une quarantaine de cimenteries en France. Les unités de fabrication de BPE sont au nombre de 1850, donc pareil, très bien maillées, très bien réparties. Il en est de même pour les usines de préfabrication de produits en béton. C'est une filière vraiment locale et qui défend les emplois nombreux, non seulement les emplois de la filière, mais aussi les entreprises et les artisans du secteur du bâtiment, qui comptent environ 2 millions d'emplois en France, environ 8% des emplois du territoire.
Les mesures d'impact environnementaux du béton vont être mesurées grâce à deux configurateurs, évaluées grâce à des configurateurs, BETI pour le béton prêt à l'emploi, Environnement IB pour les éléments préfabriqués et GEGO qui est le guide environnemental du gros œuvre. Voilà. Ces FDS donc, vont être déposés sur une base gérée par le CSTB qui s'appelle IMIES. Et donc, on recommande bien évidemment à chaque utilisateur d'aller consulter les FDS des matériaux pour voir quel est le poids de chaque matériau qu'on va devoir utiliser. Comment décarboner? La filière met 3 leviers d'action, donc un levier technique, un levier efficience, et aussi sur la chaîne de construction, on va pouvoir agir, mais tout ce qui intéresse les constituants, ce sont le levier 1 et 3, hein, en utilisant des matériaux fins, avec des impacts carbone réduits, des nouveaux adjuvants, des tests et des essais sur les bétons. Et puis aussi avoir recours à des transports divers, hein, enfin, plus vertueux en tout cas, fluviales, ferroviaires, des motorisations vertes. Hein, on voit arriver des motorisations hybrides, électriques, hydrogène, des énergies vertes aussi pour utiliser dans les process de fabrication soit du béton, soit du ciment, et limiter l'impact de transport, ça c'est très très important. Je vous parle rapidement des projets nationaux donc, qui ont eu cours. C'est un Reci-Béton, donc, qui, lui, comme son nom l'indique, a été une approche pour favoriser le recyclage du béton dans les matériaux de construction, ou dans le béton, ou dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, le projet national FASCAR, qui vise le stockage du CO2 avec des granulats de béton recyclé en accélérant le phénomène naturel de carbonatation. Alors, je voudrais juste vous présenter, pour terminer, pour conclure, 2 chiffres. Celui des émissions, on entend souvent parler des émissions du béton en France et dans le monde. Aujourd'hui, on peut estimer, ce n'est même pas une estimation, hein, c'est une part qui a été avancée. La part de l'empreinte du béton en France est de 1,8%, contrairement à ce qu'elle représente dans le reste du monde, qui est évaluée à elle 7,4%. Alors, pourquoi une telle différence? Parce que les usines, déjà les industriels en France, ont commencé leur décarbonation depuis déjà de longues années. Hein. Il y a aujourd'hui des cimenteries donc, qui utilisent des combustibles alternatifs et qui sont presque à 100% de substitution d'énergie fossile. C'est pour bientôt. Et donc voilà, les structures aussi et les modes de consommation entre les pays émergents et les pays mûrs sont différents. Donc il y a effectivement un écart assez important entre ces deux chiffres-là. Il faut savoir que 85% de l'empreinte carbone générée par les Français résulte de la fabrication des biens et services qu'ils consomment. Et dans les pays émergents, l'empreinte carbone est impactée par la construction de logements, des équipements et des infrastructures principalement, alors que dans les pays mûrs, on est déjà un peu plus avancé de ce côté-là. Voilà, je rappelle juste, vous allez certainement avoir accès à ces présentations. Donc, à la fin, vous aurez aussi accès aux classes principales d'exposition du béton. Ça nous a paru opportun de le mettre, mais ce n'est pas forcément l'objet de la présentation du webinaire. Donc, on va passer maintenant, je crois, la parole à Julien, Agnès. Effectivement, merci Pierre-Antoine. Avant de passer la parole à Julien, j'ai 2-3 questions qui sont ressorties de ton intervention. Donc, je vais me permettre de te les poser. Paul nous demande, l'utilisation de l'eau de pluie sans contrôle est-elle possible? Oui, l'utilisation de l'eau de pluie est possible puisque c'est une eau qui est captée dans les bassins de rétention sur les unités de fabrication. De toute façon, les laboratoires viennent contrôler systématiquement l'eau et elles font systématiquement des prélèvements dans tous les bassins. Donc, elle est, je dirais, de manière induite contrôlée, cette eau. Ensuite, Pierre demande, est-ce qu'un bilan carbone a été réalisé
sur les granulats et en moyenne? Oui, oui, il y a des choses qui existent sur les granulats. Alors, je ne pourrais pas avancer de chiffres, mais il y a des VDES qui existent. Donc, la base Ignès doit recoller des VDES granulats. Elles existent. Et une autre question de Thibault, le poids carbone des laitiers, ça a été défini? Alors, c'est une consultation qui est en cours. Effectivement, le laitier avait une allocation carbone et il y a une rediscussion qui est en cours. Mais pour moi, ce n'est pas encore statué. Ça devrait l'être dans les semaines à venir. Il y a eu des échanges entre la DHUP et les professionnels du secteur. Il me semble que le chiffre n'est encore pas retenu. Et enfin, Ali demande sur quel principe est calculée l'empreinte CO2? Alors, sur le principe de l'ACV, alors l'ACV, c'est la manière d'évaluer en fait le poids carbone d'un produit. Et on va utiliser justement les configurateurs Betty, EIB et GEGO pour déterminer le poids carbone d'un produit. C'est l'ACV en fait qui régit tout ça. Ok, parfait. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci de cette intervention. Merci Et à tous.